Salut Internet, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un affût pour faire un test, le test du Canon RF 200-800, c'est l'objectif que j'ai ici. Et avant tout, je commence par m'excuser pour le son s'il n'est pas génial. Pourquoi? Tout simplement parce que DJI n'est pas foutu de faire des micros qui tiennent la charge. Et donc je me retrouve avec un micro avec moi, mais que je ne peux pas utiliser. Donc c'est le téléphone qui va s'occuper d'enregistrer le son, j'espère que ça va aller. Donc comme je vous le disais, on va se retrouver aujourd'hui pour ce test du Canon RF 200-800. Alors c'est un super télézoom, c'est le dernier super télézoom sorti par Canon, vous pouvez le voir ici. C'est un objectif qui est quand même assez gros. Je vous mettrai les dimensions dans la vidéo. Euh, et qui en plus va avoir tendance à pas mal s'allonger quand on va beaucoup zoomer. Il est d'autant plus long si on rajoute le pare-soleil qui est ici, alors que moi j'utilise pas en ce moment parce que je suis dans l'affût, mais le reste du temps évidemment hautement recommandé, à la fois pour éviter les lumières parasites qui pourraient rentrer au niveau de la lentille frontale, mais également pour protéger cette lentille frontale. Alors, ce Canon RF 200-800, qu'est-ce qu'on peut en dire? Mais déjà, malgré ce qu'on pourrait imaginer quand on le voit, puisqu'on peut observer que c'est un objectif qui est tout blanc, il n'appartient pas à la gamme L de Canon, c'est-à-dire qu'il n'appartient pas à la gamme professionnelle. Euh, à ma connaissance, mais j'avoue que j'ai pas fait trop de recherches, c'est la première fois qu'on a un objectif blanc hors gamme L. Alors pourquoi blanc? Tout simplement parce que ce que Canon nous explique depuis maintenant déjà de nombreuses années, c'est que le blanc permet d'éviter une trop forte montée en température de l'objectif et donc permet tout simplement de le conserver plus longtemps en parfait état de fonctionnement. Ensuite, qu'est-ce que on peut regarder quand on observe déjà le corps de cette optique? C'est qu'on a très peu de commandes. On a deux boutons personnalisables, un ici et un là, qui sont suffisamment gros et faciles à trouver pour les utiliser avec des gants. Alors là-dessus, sur ces boutons, on peut utiliser pas mal de fonctions différentes, celles que je vous mets en ce moment à l'écran. Euh, c'est vrai que ça peut être pratique. Pour autant, moi, j'avoue que je les utilise pas spécialement. Il y a suffisamment de commandes et de boutons directement accessibles sur le boîtier. Ensuite, ce qu'on va trouver, ce sont deux switches qui sont ici. Donc, le switch du haut est pour l'autofocus ainsi que la bague de contrôle, puisqu'en fait, on peut utiliser la bague de mise au point comme une bague de contrôle, et donc on a le choix entre AF, contrôle et MF pour le focus manuel. Et en dessous, on va avoir un bouton avec un seul switch pour activer ou désactiver la stabilisation. Et alors, déjà, moi, premier défaut de cet objectif, et c'est quelque chose dont je vais vous reparler par la suite, c'est qu'on n'a pas la possibilité de régler la distance de mise au point de l'optique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas lui dire, par exemple, qu'on veut photographier depuis la map mini jusqu'à 10 mètres, 15 mètres, ou de 15 mètres jusqu'à l'infini. Non, on est limité à utiliser systématiquement l'ensemble de la plage de l'optique. Alors pourquoi est-ce que moi ça m'a dérangé? Parce que ça fait partie des défauts de cette optique. C'est que à l'usage, surtout quand on en affût, si on photographie par exemple un oiseau qui est très proche, au moment où il va décoller, au moment où il va s'en aller, très rapidement, l'autofocus, si on continue de maintenir la pression sur le déclencheur pour avoir l'autofocus qui continue de suivre, il va partir sur le fond, parfois très loin, et donc ça va devenir relativement compliqué de la ramener là où on veut photographier. Je vous donne un exemple très concret, vous êtes en train de photographier un moineau ou une mésange qui est posée sur une branche, vous allez le photographier, l'oiseau va quitter sa branche, l'autofocus lui, il va chercher un nouveau sujet, il va partir directement dans le fond, et pour pouvoir revenir faire la mise au point sur la branche, vous allez devoir du coup soit retrouver un repère suffisamment gros pour le trouver dans le cadre, le prendre dans le cadre et faire revenir votre autofocus, votre mise au point, soit vous allez devoir jouer avec la bague de mise au point manuelle euh, pour revenir sur une distance de mise au point plus proche. Et là, on arrive du coup au deuxième défaut de cette optique, c'est cette bague de mise au point
qui est, donc comme je le disais également, la bague de contrôle qui permet, à laquelle on peut associer différentes options. Cette bague, elle est très petite, elle est relativement, elle est très fine, elle est très dure à manier. Alors là, en plus avec des gants, je vous dis même pas, puisque les grains sont très fins. Et donc du coup, c'est très compliqué à l'usage de facilement, rapidement passer d'un sujet très loin à un sujet très proche. Et ça, c'est vraiment dommage, parce qu'il aurait suffi que cette bague soit un peu plus grosse ou avec des crans un peu plus marqués, un peu comme ce qu'on a sur la bague de zooming. Mais là, aujourd'hui, c'est vrai qu'en l'état, c'est parfois un peu compliqué et ça c'est dommage. On continue avec les défauts. Cette bague de zooming, alors, elle est très confortable à utiliser, hein, elle est plutôt souple. On peut choisir de la durcir avec la petite bague qui est juste en dessous. C'est simplement mécanique, hein. On voit que finalement il y a un élément qui vient serrer cette bague, comme vous pouvez le voir maintenant à l'image. Et donc dans ses défauts, cette bague, même s'il est très confortable à utiliser, il faut vraiment faire plusieurs tours pour pouvoir réussir à facilement passer de la focale la plus courte de 200 mm jusqu'à 800 mm. Ça, c'est également plutôt dommage. En termes d'ergonomie, euh, un autre point que j'ai trouvé un peu dommage, c'est que sur le collier de pied, il n'y a pas de clic, il est complètement libre, donc c'est parfois très pratique, mais quand on est en affût, notamment si on utilise une rotule sur un trépied avec avec un plateau de mise à niveau, on aime bien pouvoir être sûr que l'objectif est bien en position horizontale, enfin aligné à l'horizontale, et donc là, avoir un petit clic au moment où on passe vraiment sur ce petit élément qui nous montre où est-ce qu'on peut remettre le collier de pied en position parfaitement alignée. Ça aurait été assez sympa. Dernier défaut de cette optique en termes d'ergonomie, et cette fois-ci c'est lié au pare-soleil. Le pare-soleil, pour le fixer et l'enlever, c'est ce petit bouton ici qui va permettre de le faire. Comme vous pouvez le voir, c'est très petit. Avec des gants, c'est très compliqué à utiliser, mais même sans gants, c'est parfois dur de le trouver si on est en train de se préparer avec pas trop de lumière dans l'obscurité, par exemple si on prépare un affût. Et donc ça, pareil, pas ultra pratique. J'aurais préféré soit un système différent, peut-être même sans avoir ce petit bouton, soit un bouton qui ressort avec un ergo un peu plus important pour pouvoir facilement le trouver et le mettre, le retirer. Ça, un détail, mais ça peut intéresser certains d'entre eux. On fait maintenant une petite aparté dans la vidéo de présentation du Canon RF 200-800 pour que je vous parle un petit peu de l'endroit où je suis. Donc je suis dans un affût qui est mis à disposition par une personne dont je vous ai déjà parlé, qui est Jean-Michel Leca. C'est un affût qui est installé du côté de la baie de Somme, on n'est pas très loin d'Amiens et d'Abbeville aujourd'hui. Et c'est un affût, alors j'essaie d'être vigilant puisque il y a eu pas mal de cris d'alerte, donc je pense que je vais voir arriver l'épervier d'ici pas très longtemps. C'est un affût qui est installé en haut d'une colline, dans une zone avec beaucoup de ronciers, beaucoup d'arbres bas, deux petites forêts pas très loin, donc avec une grosse diversité d'espèces. Et donc en fait cet affût, comme vous pouvez le voir maintenant, c'est une drink station avec de nombreux perchoirs. On a une très bonne visibilité, on voit très loin. C'est une drink station qui peut servir, comme vous l'imaginez bien, également de mangeoire en hiver. On va y trouver beaucoup d'espèces différentes. Donc là, il est à peine 10 heures du matin. Moi, je suis arrivé il y a maintenant 3 petites heures. Et donc j'ai déjà pu observer des espèces très sympas comme l'épervier notamment, qui est venu se poser juste en face de moi, comme vous pouvez le voir sur cette photo. Mais également une femelle de Bouvrerie pivoine, beaucoup de chardonneret, beaucoup de mésinges, de rouge-gorge, d'accenteur. Le faisan est passé. J'ai entendu à de nombreuses reprises une buse passer au-dessus de ma tête, mais alors, évidemment il n'y a pas forcément grand-chose qui va l'intéresser ici. Beaucoup d'espèces différentes, donc
trouve que c'est vraiment très sympa pour l'observation et pour la prise de photos. Ouais, ici, c'est un affût vraiment, vraiment de confort, comme vous le voyez. Devant nous, on n'a pas défilé, on a une vitre sans teint qui permet d'observer les animaux et de les photographier avec vraiment un dérangement qui est proche de zéro. Euh, alors, avec les vitres, il y a une toute petite perte de luminosité, mais qui est de l'ordre de 1 ou 2 clics maximum en fonction de la lumière extérieure. On va également avoir une toute petite perte de piqué, mais alors, pour le coup, je sais pas ce que Jean-Michel a utilisé comme vitre, mais qui est vraiment proche de rien du tout sur cet affût. Ce qui est aussi très sympa, c'est que ici, Jean-Michel met à disposition des photographes qui viennent euh, une tête pendulaire qui est fixée sur un petit support imprimé en 3D qui permet du coup de venir sans rien. Il met également à disposition un beanbag, c'est ce que j'ai choisi d'utiliser pour mon test. Comme j'ai pas trop prévu de faire de vidéo avec cette optique, en tous les cas pour l'instant, pour la photo, je trouve que c'est plus confortable d'être avec le beanbag. On peut facilement récupérer l'objectif et puis faire différentes photographies, notamment quand on essaie de faire des oiseaux en vol. Euh, et voilà. Et donc l'affût, il est largement confortable pour 2 personnes, peut-être même pour 3 personnes en se serrant un peu. Et si vous recherchez un coin sympa pour faire des photos en baie de Somme, moi je vous recommande chaudement de contacter Jean-Michel, soit via les réseaux sociaux, soit via son site. Je vous mets le lien en description. Alors, quand j'ai découvert la fiche technique de cet objectif, comme beaucoup d'entre vous, la première chose qui m'a un peu posé des questions, c'est son ouverture. On est sur une optique qui est un 200-800 f6.3 neuf, et c'est vrai que ce neuf peut interroger. Alors, avant tout, ce qu'il faut remettre dans le contexte, c'est qu'on parle de f9 pour les 800 mm. À 600 mm, on sera à f8 en termes d'ouverture. Alors, les concurrents aujourd'hui, on peut déjà en parler un peu, hein, mais quels sont-ils? Ça va surtout être des objectifs de marque tierce, comme Sigma, avec notamment le 150-600 ou le 60-600, mais qui vont être utilisables uniquement avec la bague d'adaptation. Aujourd'hui, en super télézoom, en monture RF, finalement ce 200-800 n'a pas de concurrent. Et donc, cette ouverture, finalement, il y a quelques années, j'aurais sans doute pas tenu le même discours, mais aujourd'hui, avec des boîtiers comme les derniers boîtiers que Canon a sortis en RF, que ce soit le R6.2, le R7 ou même le R6 première génération ou le R5 que j'ai ici, on peut facilement monter en ISO jusqu'à des 4000, 6000, voire plus en fonction des conditions de luminosité et de la facilité qu'on a à maintenir une exposition bien équilibrée. Et donc, on parvient à garder quand même des vitesses suffisamment importantes pour pouvoir bénéficier de tout le range de cet objectif. Donc là, je vous affiche plusieurs photos à l'écran pour que vous puissiez voir un petit peu ce qu'il en est. Je vous indique les ISO, je vous indique la vitesse et je vous indique l'ouverture. Mais vraiment, et en particulier à 800 mm f9, il n'y a rien à dire, ça fonctionne très bien. On peut se rendre compte que en termes de qualité d'image, on a quelque chose de très propre. Je vous en parlerai encore davantage quand on sera devant l'ordinateur, où là on va prendre le temps d'aller dans les détails des images pour que vous puissiez voir ce que ça donne en termes de piqué et en termes de bokeh à différentes ouvertures. Dernier point concernant cet objectif, il pèse un peu plus de 2 kg, il me semble. Bon, c'est pas un poids qui me dérange. Après, c'est vrai que moi je suis habitué à utiliser plutôt un 600 mm f4, donc qui à la fois en termes d'encombrement et de taille n'a rien à voir avec celui-ci. Je trouve que le poids est plutôt bien réparti, quel que soit le niveau de zoom, même sur trépied. Ça n'a pas beaucoup d'impact quand on zoom et qu'on dézoome en termes de centre de gravité. Donc non, vraiment très bien. Moi je suis là-dessus, j'ai pas grand-chose à dire. J'avoue que je suis très agréablement surpris de la qualité de fabrication, hein, malgré le fait que ce ne soit pas une optique de la gamme L. On a quelque chose là qui sent le robuste, le bien construit. On est sur des beaux matériaux, donc à ce niveau-là, rien à dire. Canon a fait un excellent travail. On se retrouve maintenant à mon bureau pour pouvoir regarder plus en détail ce que ça donne en termes de qualité d'image.
Donc là, les images que je vais vous présenter ont été toutes réalisées avec un Canon R5 et avec ce fameux 200-800. Première image que je vous propose, elle est réalisée à 800 mm f9, 640e de seconde et 1250 ISO. On a ici un Tarin des zones et là ce que je voulais vous montrer tout particulièrement, c'est le bokeh. Alors, là c'est un setup que j'avais mis en place en forêt cet hiver et où je pouvais avoir en fin de journée un contre-jour qui commence à être assez sympathique. Et c'est ce qui permet d'avoir finalement dans le bokeh ces flares, donc ces ronds lumineux qu'on peut voir apparaître ici, dont j'ai déjà parlé à plusieurs reprises dans différentes vidéos. Et donc là, ce qui m'intéresse, moi, quand je veux faire apparaître des flares, c'est qu'ils soient les plus réguliers, les plus ronds possibles. Et ça n'est possible que si le diaphragme de l'objectif a suffisamment de lamelles. Et donc là, on peut le voir, donc, sur cette optique, c'est un diaphragme à 9 lamelles, et c'est ce qui permet d'avoir justement, quand on est en pleine ouverture, donc comme c'est le cas ici à f9, d'avoir ces ronds particulièrement réguliers dans le bokeh, ce qui fonctionne particulièrement bien sur ce type d'image. On continue avec une femelle de Bouvreuil pivoine. Ici, on est à 2000 ISO, 800 mm, f9 toujours, 250e de seconde. Et là, il y a deux choses qui vont nous intéresser. Bon, alors déjà, il y a la qualité de piqué de l'optique. Et là, vous pouvez le voir, notamment sur le plumage de l'oiseau. Hein. C'est très facile de s'amuser à décompter les plumes. Et ensuite, ce qui va nous intéresser, c'est de regarder la transition entre les différents plans. En particulier entre donc, notre plan net, dans lequel il y a l'oiseau, mais il y a également certaines feuilles. Et puis ensuite, l'arrière-plan, dans lequel on va avoir d'autres feuilles, puis ensuite de l'herbe. Et là, ce qu'on peut constater, c'est qu'on a une découpe des plans qui se fait bien, malgré le fait qu'ils sont tous très proches les uns des autres. Alors évidemment, cette optique ne va pas permettre de diluer les fonds proches, comme va pouvoir le faire une optique qui ouvre à f4 ou même à f5.6. Mais pour autant, ça reste très joli à l'œil et ça ne nuit pas, cette ouverture à f9, à mon sens, ne nuit pas particulièrement à la qualité d'image. Alors on pourra toujours avoir mieux, comme je viens de le dire, mais ça reste pour le coup très, très maîtrisé. Ici, on est sur un accenteur mouchet, donc là, le fond est bien plus éloigné, donc c'est pour ça qu'il est particulièrement dilué. On a un avant-plan qui commence à être flou, on le voit, c'est plutôt propre. Hein. Et à nouveau, si on regarde la qualité de piqué, on est sur quelque chose qui est vraiment top niveau. Il y a quelques années, il n'y a que sur les focales fixes L qu'on pouvait imaginer arriver à ce niveau de piqué. De la même manière, sur cette image de pivert, ce que je voulais vous montrer, c'est à nouveau ce piqué qui est vraiment dingue. Enfin, on arrive à compter chaque plume. Enfin, c'est vraiment assez hallucinant de voir ça aujourd'hui sur une optique de ce type. De la même manière, sur cet épervier, hein, piqué parfait. On a un bokeh à nouveau qui marche très bien avec quelques flares qui sont particulièrement ronds. Ici, on est à 338 mm, f8, 4000 ISO. L'image, elle est magnifique. Et pour terminer, je voulais vous montrer cette photographie de Puyo. Alors, je ne vais pas revenir sur la qualité du piqué, on en a déjà suffisamment parlé, mais c'est plus pour vous parler un peu de ce que ça donne en termes à nouveau de bokeh. Sur des images, parfois sur des scènes un peu compliquées comme celle-ci, où typiquement on a un arrière-plan qui est relativement bien dilué, qui commençait déjà à être un peu éloigné, mais par contre on a un plan moyen ici, avec plusieurs tiges d'herbe, et là typiquement on en voit encore qui sont assez visibles, comme la blanche qui est ici. Et ça forcément ça peut nuire à la lecture de l'image. Donc quand bien même cette optique est très bon quand on regarde le couple ouverture longueur focale, pour autant, il arrive que cette ouverture à f8 ou 9 puisse vous limiter dans ce que vous allez pouvoir faire en termes de bokeh. Il est maintenant temps de passer à la conclusion de cette vidéo et de répondre à la question qui est finalement, est-ce que ça vaut la peine, oui ou non, d'investir dans ce Canon RF 200-800 ?
Est-ce que ça en vaut la peine, sachant qu'il coûte aujourd'hui 2400 €, c'est son prix officiel chez Canon, et qu'il a quand même quelques défauts, ceux d'ergonomie dont je vous ai parlé au début de la vidéo, et également il y a un point vraiment par rapport à cette ouverture. Et cette ouverture, elle m'a fait beaucoup réfléchir, et notamment quand je le compare à des optiques telles que ce que propose Sigma avec le 60-600 mm ou le 150-600 mm. Parce que ces optiques, elles, proposent des ouvertures qui sont plus performantes, qui sont de l'ordre de f6.3. Donc on est quand même mieux disant par rapport à ce f8 à 600 mm pour le Canon et f9 pour les 800 mm. Et les conclusions de ma réflexion, elles sont simples. C'est qu'aujourd'hui, de toute manière, le range 600-800, il n'y a que Canon qui le propose. Et avec un niveau de piqué qui est inimaginable, que malgré tout le bien que je pense des optiques vendues par Sigma, aujourd'hui, elles sont un cran derrière en termes de piqué. Et donc là-dessus, si vous cherchez une optique qui va jusqu'à 800 mm, ne vous posez même pas de questions, ce 200-800 est le bon choix. Et ensuite, si vous êtes déjà possesseur d'un 150-600 ou d'un 60-600, moi la question que j'ai envie de vous poser, c'est aujourd'hui, à quelle ouverture est-ce que vous prenez vos photos? S'il s'avère que pour récupérer le meilleur piqué possible, vous êtes quasiment toujours à f8 ou à f9, donc que vous fermez légèrement, bah là à nouveau, la question ne se pose pas. L'avantage de ce Canon, c'est que vous allez être toujours à pleine ouverture et qu'en plus, vous allez récupérer 200 mm de range. Alors pour les utilisateurs d'un 60-600, la question se pose. Si vous prenez beaucoup de photos entre 60 et 200, là effectivement, il va falloir vous interroger. Pour les autres, je pense que si vous êtes en monture RF avec un boîtier qui permet vraiment de bien monter en ISO, et du coup, je pense que peut-être que le R7 va être un peu limité à ce niveau-là, mais pour les autres, les R6, les R5, R3, il n'y a pas de sujet. Mais si vous avez ce type de boîtier et que vous cherchez un télézoom qui monte à 600 voire 800 mm, ce Canon, c'est vraiment l'objectif qu'il vous faut. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, ça a été un vrai plaisir de faire ce test. Cette vidéo n'aurait pas été possible sans à la fois les équipes de Canon France qui m'ont mis à disposition ce Canon RF 200-800 parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il est assez difficile à trouver aujourd'hui sur le marché. Et je voudrais également à nouveau remercier Jean-Michel Leca qui m'a mis à disposition son affût pour que je puisse finaliser et tourner la première partie de ce test. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt. Salut!